Ah, et qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est mon arbre généalogique, ma nouvelle passion, papou. Surtout depuis que tu m'as dit que, j'étais adopté. Ah ouais, trop bien. Il y a tes parents, tes grands-parents, ton côté breton. C'est quoi cette branche à droite, là? C'est la branche de la famille dont on a un peu honte chez nous, c'est celle de Bavou. Oh, t'exagères, il est pas si... papou, il va garder demain nous appartient dans Ouais, la bon, chambre. ok, je comprends. Oui. Oh, c'est trop cool, n'empêche. Et je me demande si on peut pas faire un truc pareil pour les séries télé. Mais comment? Ah, tu sais, genre un arbre généalogique qui montre le parcours créatif, je sais pas moi, des acteurs, réals, scénaristes d'une franchise de série en particulier. Ah oui, c'est pas mal, papou, ça, mais il faudrait bien choisir la série. Un truc qu'on aime bien tous les deux va pour Stargate. Rar, rar, rar. Papou, papa, papou, papa, papou, papa, papou, 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 papou. Des maths, tout le monde. Petit épisode un peu orienté science-fiction, mais pas tant que ça. Comme certains ont dû le remarquer, J'adore la franchise Stargate. Hein, ça s'est vu, hein? Si, ça s'est vu. Et comme beaucoup de Français de ma tranche d'âge, j'ai découvert ça avec la série Stargate SG1, diffusée sur M6 à la fin du siècle dernier, jusqu'à la fin de la décennie qui a suivi. C'était trop bien Stargate, il y avait le chef de SG1, Colonel O'Neill, qui a été remplacé par Mitchell quelques années après. Non, pour l'amour du ciel! L'archéologue empathique, Daniel Jackson. On dirait du popotin ancien. Il va falloir traduire. Samantha Carter, la scientifique à toute épreuve. Dérivant la masse coronaire du subespace, je pourrais... Ta gueule, Carter! Et enfin, Tilk, le Jaffa inexpressif, sur qui on peut compter. Ça va, Tilk? En effet, On part en mission ou quoi? en effet, C'est cool que t'acceptes que je sorte avec ta mère. en effet. Oui! Tous les quatre parcouraient plein de planètes, qui ressemblaient souvent à la réserve de Yellowstone ou à la banlieue de Vancouver. Tout ça pour combattre les faux dieux antiques et vivre des aventures épiques. Alors mettons un peu les choses au clair. La série était très populaire à l'époque, mais il y avait ceux qui aimaient la série genre ouais, ok, ça va. Et il y avait les adorateurs absolus. comme moi. Du coup, aujourd'hui, quand des gens de mon âge discutent de la série en soirée, ça donne un petit peu ça. Oui. Voyager, Deep Space Nine, ah ouais, Star Trek c'était cool, et puis il y avait Stargate aussi, c'était trop bien. Ah ouais, voyager dans d'autres dimensions, à travers le gros cercle et tout, là. Mais non, bouffon, ils voyageaient sur d'autres planètes. Mais pourquoi il y a des humains dans chaque planète, alors? Je sais pas, Ah oui, donc, ouais, ouais, bah j'ai oui, raison, oui, j'ai oui. raison, bah oui. Voilà, donc, pour que ce soit clair, je vais faire un bref résumé de la franchise Stargate avant de démarrer notre propos. Le problème, c'est qu'avec moi, ça risque d'être long. Papou, on n'a qu'à dire que tu as 1 minute maxi. Ça te forcera à abréger, et puis ça nous fera du bien à tous. Non, je peux pas, non, trop de choses à dire. Mais toi, tu le peux. Moi? Mais... Allez, top chrono. il y a genre 50 millions d'années, il y a des types, les altérants, c'est des humains qui sont venus chez nous, ils ont commencé toute la vie humanoïde dans toute nos galaxies, ils ont installé un appareil pour voyager entre les planètes, la porte des étoiles, pour échanger entre les peuples. Ça marchait grave, il y avait même un super conseil des 4 grandes races qui chapeautait un peu le tout, dont les altérants qui sont devenus avec le temps la mystique race des anciens. Mais bon, après ça a chié à cause d'un Covid galactique. Les anciens se sont barrés sur la galaxie de Pégase, sur leur cité vaisseau d'Atlantis, et les autres races se sont isolées. Bref, il y a 10 000 ans, les derniers anciens sont revenus sur Terre, où les humains s'étaient développés pour finir leur existence en tant qu'espèce et pour se mélanger à nous. Ils ont posé plein de nouvelles portes des étoiles pour explorer un petit peu et tout. Donc à un moment, il y a probablement un ancien, on a qu'à l'appeler Michellus, car les noms des anciens ils finissent toujours en us. Il est parti se baigner dans un lac sur une planète ou je sais pas où là. Visitez P3X 888, moins 80% pour tout l'automne. Et là, il y a un symbiote parasite du lac où il est entré dans son cou. Il était donc possédé, en plus d'avoir les yeux qui brillent, la voix poléophonique, machin. Le phénomène s'est propagé, les anciens ont petit à petit disparu, et un bon parasite, Michellus et sa bande, ont volé et réadapté les technologies des anciens pour conquérir la galaxie, surtout la Terre. Ça a donné des grandes civilisations et leurs dieux antiques façon théorie des anciens astronautes. Au fil des siècles, les humains parasités, on les appelle les Goa'uld, ont amené plein d'humains en esclavage dans plein de planètes grâce aux portes pour miner un métal rare, le Naquadah, qui sert notamment à faire les Stargate. Sur Terre, celui qui gérait le tout il y a 5000 ans, c'était le dieu soleil Ra, et il était relou, mais bon, les gilets jaunes égyptiens se sont organisés et ont bouté les Goa'uld hors de la Terre et ont enterré la porte des étoiles pour être pépère, jusqu'à ce qu'on la retrouve en 1928, mais ça c'est le début du film. Top! 1 minute, 1 seconde. Tu me déçois. Je pensais que ce prof là, Cliffhanger, celui avec le nœud pape, il t'avait appris plus de trucs que ça. Il a pas trop eu le temps, j'ai quand même détruit sa réputation et explosé son école quand même. Ouais, c'est vrai. Souvenir.
Bon bref, après le film de 1994, la franchise a été adaptée en plusieurs séries, avec en tête d'affiche Stargate SG-1, une série de 10 saisons, 214 épisodes, de 1997 à 2006, sur Showtime puis sur Sci-Fi, après la saison 5. Puis plus vers la fin, on a eu Stargate Atlantis, qui a eu 5 saisons, 100 épisodes, sur Sci-Fi aussi. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres séries de 100 épisodes pile. Atlantis, qui était un clone de SG-1, mais qui se passait dans la galaxie de Pégase, cette fois. Et enfin, on a eu Stargate Universe, qui n'a eu que 2 saisons, 40 épisodes sur Sci-Fi également. C'est cette fois plutôt un clone de Galactica, et les rageux diront ce qu'ils voudront, on a eu pire comme référence. Et là, vous vous dites, je peux encore et encore développer la série, car j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais... Comme vous l'avez vu, récemment, on s'est intéressé à la généalogie. Franchement, c'est super cool, hein, essayez. Alors pourquoi ne pas découvrir ensemble ce que faisaient les gens derrière et devant la franchise Stargate, avant et après la création des séries. Et comme toute généalogie réussie, on a trouvé plein d'ancêtres et plein de descendants. Et on va explorer tout ça à travers une shopping list qui risque d'être longue. Ou pas, car bon, on va pas faire une vidéo d'1 heure non plus, papou, non mais oh... Oui. Papou, il y a un notaire qui m'a contacté via le site de généalogie. Il m'a dit que j'avais hérité d'un truc de mon arrière-grand-père et que je suis le dernier descendant direct. Il m'a aussi dit que mon héritage était dans cette boîte-là qu'il m'a envoyé. Et pourquoi tu l'as pas ouvert? Mais enfin, papou, j'ai pas de doigts et j'ai des bras en mouche. Ah, c'est vrai. Bon, je vais l'ouvrir. Alors... c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oula là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, papou? Mais tout va bien. Allez, viens. Allons regarder Demain nous appartient. Non, papou est devenu un Goa'uld en égout d'auteur en série. Ah, les Goa'uld, ce méchant parasite mythique de la saga, avec leurs yeux qui brillent, leur voix de portable des années 2000 et leurs costumes de cosplay, que demande le peuple? Alors faut préciser juste un truc, hein. Plein d'aspects de cet ennemi viennent des séries et non des films, comme leur nom, le fait que ce soit des symbiotes amphibies parasites, etc., etc. Dans le film, il s'agit plus visiblement de créatures humanoïdes ayant le pouvoir de posséder des êtres humains. Mais bon, si je me mets à énumérer toutes les différences entre le film et les séries, on n'est pas sorti. Donc je vais le faire en 2 secondes et vous aurez qu'à faire pause. Donc, commençons par explorer les parents et les grands-parents de notre arbre stargatien, en voyant d'où est parti le film, justement. Et on va commencer par un truc un petit peu bâtard dans notre shopping list, car on ne va pas partir d'une série, mais d'un film. C'est un petit peu comme quand tu fais ton arbre et que tu découvres qu'un de tes grands-parents est... Insérer l'ethnie à dénigrer ici. Par exemple, un truc du genre. Et du coup, à la fin des années 80, Roland Emmerich, jeune réalisateur allemand venu tenter sa chance aux États-Unis, réalise un petit film de SF, Moon 44, sorti en février 90. Sur le tournage, il rencontre l'un des acteurs, Dean Devlin, qui est lui aussi scénariste. Devlin aide Emmerich à peaufiner et finaliser l'écriture du scénario du film, et ils sympathisent. Et puis un jour, sur le tournage, ils ont dû avoir une discussion qui a dû ressembler à ça. Ah, mon rêve est de réaliser un Lawrence d'Arabie dans l'espace. Cet accent allemand est totalement raciste. Et moi, j'ai toujours voulu écrire une histoire sur des archéologues qui trouvent un vaisseau alien présent sur Terre depuis des siècles. Ah, allions nos idées pour faire un film, ya? Oui, mais comment? En amenant après le vaisseau sur une autre planète, ou... Bah, les gars, au lieu d'un vaisseau, faites un engin avec lequel les gens peuvent se téléporter sur une autre planète en le traversant. Et ouais, et ça alliera la découverte archéologique d'un artefact alien. Et la planète aura qu'à être un désert pour le côté Lawrence d'Arabie. Eureka! Bon, ça c'est la version officielle, mais en vrai, et si on piquait l'idée à un prof d'université? Et donc, quelques années plus tard, en 1994, naît le film indépendant Stargate, la porte des étoiles, avec Kurt Russell, qu'on a vu dans plein de films comme... et James Spader, qu'on a pu voir ces dernières décennies dans plein de séries d'avocats, dans la moins bonne saison de The Office ou encore dans la série Blacklist. Et c'est aussi lui qui fait Ultron dans Avengers 2. Power to make real change, and that terrifies you. Le film introduit donc l'Air Force américaine qui tente de faire marcher un artefact alien, la porte des étoiles, trouvé en Égypte environ 70 ans plus tôt, et pour cela ils font donc appel au docteur Daniel Jackson, un archéologue déchu, pour déchiffrer le 7e symbole qui leur permettrait d'ouvrir un passage à travers la porte vers ce qui semble être une autre planète. Et là je m'arrêtais 2 secondes pour faire des maths. Je vais m'appuyer sur les standards de la série pour expliquer ça, mais en gros la porte a 39 symboles. Le but, pour la faire fonctionner, c'est d'entrer 6 symboles plus un 7e, qui est toujours le même, le point d'origine de la planète où on est. Donc, pour trouver les coordonnées d'une planète au pif, au total on a 1 à 2 milliards de possibilités, donc
Ok, hein, c'est dur, sauf que l'Air Force avait déjà 6 symboles d'une planète et seul le 7ème manquait à l'appel. Donc en gros... Donc, si je résume bien, Général, vous galérez à trouver le 7ème symbole, mais vous avez les 6 premiers. Tout à fait, Dr. Jackson. Donc, vous savez que le dernier symbole n'est pas l'un des 6 premiers, et il y a 39 symboles en tout, c'est bien ça? Oui. Mais alors pourquoi avoir juste fait 30 tentatives, là? Vous voulez me faire chier, hein? Non mais... Notre budget EDF est de 380 € par mois, on a droit qu'à un essai. Les coupes budgétaires, tout ça. Ah. Ah oui. Bref, par la suite, le film ayant un peu marché, surtout en VHS et DVD, le duo Devlin-Emmerich s'est reformé pour le film Independence Day, probablement le tournage le plus chanceux de l'histoire du cinéma. D'après eux-mêmes, hein, c'est extrêmement rare que les tournages de blockbusters se déroulent aussi bien apparemment. Film mettant en scène Will Smith et Jeff Goldblum qui a fait un carton absolu et qui a propulsé Emmerich comme étant le Kaiser des films SF action de l'époque. Mais le duo, Devlin-Emmerich, a été mis à l'épreuve car leur film d'après, Godzilla, a fait un bide. Et ils n'auront bossé qu'une seule fois ensemble par la suite pour le second volet d'Independence Day, mais aussi sur une série, un petit peu un tonton hein, dans notre arbre, et c'est la série Le Visiteur, qu'on va évoquer brièvement. Diffusée en 97-98 sur la Fox, ça a passé sur M6 aussi, qui ne contient qu'une saison de 13 épisodes, et qui nous donne un aperçu de l'approche série de Devlin et Emmerich. La série nous narre les aventures de Adam MacArthur, un type de retour sur Terre 50 ans après avoir été kidnappé par des aliens, désormais pourvu de pouvoirs comme le soin ou la résurrection, The battle continues. et qui utilise ses nouvelles capacités pour nous la jouer route du paradis en mode SF. Il y avait un petit côté mystique, intrigant, mais malheureusement la recette n'a pas prise et les deux compères sont passés à autre chose. Bref, tout ça, c'est pour la branche de l'arbre de Devlin et Emmerich. Mais que faisaient les autres parents? Oui, dans mon arbre, il y a plus de 2 parents. C'est très progressiste. Bref, que faisaient ceux derrière les séries Stargate à ce moment-là? Oh là là. Papou, arrête, je veux pas regarder ta série pourrie, là. Non, tu paieras pour ton impudence. Non, pour la peine, je vais te faire écouter l'intégrale d'High School Musical. Non, tu mets pas ça, Papou, non, non. Et pour ceux qui osent encore me défier, je vous mets une page de pub. Ce n'est pas une défaillance de votre compte YouTube. N'essayez donc pas de skipper cette pub. Nous contrôlons votre consommation et vos préférences. Et je sais que vous êtes constipé. C'est pour ça que quand je suis ballonné, j'utilise Popoprout. Popoprout, c'est le produit qui... Ça vous dit quelque chose ce slogan? Non? Résumons. La série Stargate SG-1 a été créée 3 ans après le film. Il fallait pour la diriger des créateurs et acteurs familiers avec le monde de la SF, pour bien entourer Richard Dean Anderson qui remplaçait Kurt Russell dans le rôle du colonel O'Neill. Mais on évoquera le cast plus tard. En attendant, SG-1 a eu 2 showrunners. Jonathan Glassner, qui a quitté la série à la fin de la saison 3, sauf comme consultant créatif, et Brad Wright. Et tous les deux ont bossé sur Au-delà du réel. L'aventure continue. Alias, en VO, The Outer Limits. Et il y a 2 ou 3 choses à dire là-dessus. Une série diffusée de 95 à 2002 sur Showtime puis Sci-Fi, comme SG-1, de 7 saisons et 152 épisodes, et qui a la particularité de faire partie de la grande famille des séries SF dites anthologiques, soit une série contenant des histoires distinctes sans continuité entre les épisodes. Creusons un peu le sujet, donc. Certains se souviennent peut-être de cette série, car elle passait souvent le vendredi soir sur M6 après Buffy, et occupait même avant cela la case des samedis fantastiques d'M6, ancêtre de la mythique trilogie du samedi, avec son jingle là, qui te donne envie de tout casser chez toi, là. Bref, au-delà du réel, quand on était devant, on avait vraiment l'impression d'être devant un truc ultra underground, avec ce générique qui te mettait dans l'ambiance grave dès le début. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Hein, Papou, j'ai peur. Vous l'avez remarqué, en VF, le nom de la série finit par « L'aventure continue ». Cela implique que l'aventure a commencé à un moment donné. Remontons donc le temps en 1959. Ah oui, alors là on est sur du level grands-parents dans l'arbre, hein, donc on va survoler. C'est à cette époque que naît The Twilight Zone, la 4ème dimension en français, la première vraie série TV de SF anthologique. Surfant sur la vague, la série originale The Outer Limits, au-delà du réel tout court, donc, sort en 1963.
Plus sombres et un peu moins conventionnelles que la 4ème dimension, les séries s'entremêlent toutefois dans l'esprit véhiculé, et plein d'épisodes de ces deux séries sont restés cultes quand d'autres sont devenus des sources d'inspiration. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit 20 ans après, les mecs de la 4ème dimension? Bah faisons un reboot! C'est ainsi que naît la 5ème dimension en 1985. Ouais, faut suivre. Bref, en bon emboîteur de pas, Au-delà du réel a fait de même avec son reboot 10 ans plus tard, l'aventure continue, et c'est cette série qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut en conclure donc de tout ce fatras? Bah que Black Mirror n'a rien inventé, alors arrêtez d'en parler comme la série du siècle. Ah, ça dénouche, papou, dis donc. Bref, revenons à l'au-delà du réel que nous connaissons, car c'est sur cette série que se sont fait la main les créateurs des séries Stargate, que sont Brad Wright et Jonathan Glessner. Oui, bon, j'aime beaucoup Brad Wright, car je trouve que cet auteur a une manière d'aborder la SF qui me plaît beaucoup, en allant toujours plus loin dans ses sujets. Jonathan Glessner, quant à lui, avait une vision un petit peu plus glauque de la SF, c'est notamment lui qui a eu l'idée des larves dégueulasses là pour les Goa'uld. Mais Stargate devenant plus traditionnel avec le temps en termes de narration SF, Glessner quitta son poste de showrunner environ 3 ans après, et d'autres par la suite ont pris le relais avec Wright. A noter quand même que Jonathan Glessner avait bossé également sur la série 21 Jump Street. Oui, pour les plus jeunes, 21 Jump Street, c'était une série à la base. Une série policière qui a permis de lancer Johnny Depp, notamment. Je vous fais la fiche rapide, mais c'est pas trop le sujet non plus, là on parle limite d'un grand-oncle éloigné dans l'arbre. Johnny y jouait le rôle de Tom, un jeune flic dont l'apparence lui permettait d'infiltrer le monde des jeunes à problème. Je parle de cette série car le coéquipier de Tom, Douglas, était joué par Peter DeLuise, un acteur, metteur en scène, scénariste très impliqué par la suite dans Stargate SG-1. Il a réalisé quand même 71 épisodes de la franchise, écrit 17 d'entre eux et il a même joué un petit peu dedans. Il était tellement impliqué dans SG-1 qu'il y a fait apparaître son frère, son autre frère, son père aussi, même sa meuf, putain. Non, je l'inviterai pas en soirée, non. Bref, on peut malgré tout remercier aussi Jonathan Glessner de nous l'avoir ramené. Donc, le milieu de l'écriture des séries SF est vraiment un petit monde. C'est d'ailleurs pendant le tournage d'un des épisodes d'Au-delà du réel que les créateurs de G1 ont repéré Michael Shanks, qui plus tard a joué Daniel Jackson dans la série, montrant l'importance des réseaux dans le milieu. Parfait. Maintenant que vous êtes dressés, quel est le slogan de notre nouvel ordre? Parfait. Et quel est notre objectif? Promouvoir une série à bas budget pour dégoûter les gens des écrans et les forcer à se changer des idées via la conquête et la guerre. Très bien. Mon plan peut enfin commencer. Maintenant, papou! Quoi? C'est pour toi bien, papou, c'est pour toi bien! Je suis sûr de Papou. On l'a eu! Papou. Oh les garçons, vous m'avez sauvé de l'emprise de ce parasite. Merci. Vous êtes de fins acteurs. Quel parasite? Et oui, il n'y a pas de série sans comédien, donc voyons un petit peu l'ascendance de la franchise Stargate à ce niveau. On a déjà parlé de la provenance de Michael Shanks, mais il y a aussi l'actrice britannico-canadienne Amanda Tapping qui, avant Stargate, avait enchaîné pas mal de petits rôles dans de grosses séries, et qui d'ailleurs aujourd'hui est devenue une réal pas trop mauvaise de plein de séries télé à droite à gauche. On a aussi le regretté Don S. Davis qui a tourné dans des millions de seconds rôles, notamment dans Twin Peaks. Et puis enfin on a Richard Dean Anderson qui pour tout le monde avant était... Ça m'a donné une idée pour ma chaîne YouTube perso, comme nos noms de famille se ressemblent. Quoi? Alors, pour MacGyver, le troisième parent de notre arbre, tout commença à la Rome antique. Et oui, lors des jeux du cirque, lorsque l'empereur voulait qu'un gladiateur vive, il levait le pouce vers le haut. Ce geste est resté dans la culture occidentale comme quelque chose de positif, les pilotes de la Seconde Guerre mondiale l'utilisaient également. C'était un geste pratique plus qu'autre chose, mais le geste est vraiment entré dans la culture populaire quelques décennies après la guerre, avec la série Happy Days. Une série diffusée de 74 à 84 sur le réseau ABC, et qui a notamment introduit un personnage devenu une icône de la culture américaine, Arthur Fonzarelli, alias Fonzie, alias The Fonz, qui avait pour habitude de dire le pouce en l'air,
que tout était cool. Et ce mec, ouais, était toujours cool. Le personnage était joué par Henry Winkler, qui, avant d'être l'hilarant avocat de la famille Bluth dans Arrested Development, a souhaité, après l'aventure Happy Days, participer à la production d'une série avec son ami John Rich et avec Lee David Slotoff comme showrunner. Ils cherchaient un acteur à la fois porté sur l'action, et ils en ont eu au casting, mais ils cherchaient aussi un acteur au visage humain, intelligent, car le héros devait avant tout utiliser sa tête. Et quand ils ont casté ce jeune acteur en vogue, devenu comédien après avoir renoncé à sa carrière de joueur de hockey après s'être brisé les deux bras, quand ils ont vu ce charisme transmis par ses origines scandinavo-celto-mohawk et sa mythique coupe mulette prête à faire toutes les cascades possibles et imaginables, ils ont vu en lui Richard Dean Anderson, déjà un petit peu connu à l'époque pour son rôle dans General Hospital, une future grande star des séries TV. Et ça a payé, MacGyver a eu 7 saisons, 139 épisodes et 2 téléfilms sur ABC pour nous narrer les aventures de Angus MacGyver, un touche-à-tout travaillant pour l'association secrète Fondation Phoenix, qui utilisera ses connaissances en à peu près tout pour sortir de plein de situations improbables. Un petit peu comme un prof de physique badass, quoi. Mais bordel, papou, tu pouvais pas juste abréger en disant c'est Fonzie qui a casté MacGyver? Le personnage était devenu une telle icône que quand Anderson a été appelé pour le rôle du colonel O'Neill dans SG1, il n'était plus à présenter. Je veux dire, merde, le mot MacGyver c'est même devenu un verbe aux États-Unis. This is how they controlled it. It took us 15 years and 3 supercomputers to MacGyver a system for the gate on Earth. La notoriété de Rick Anderson, comme on l'appelait, était telle que l'ajout de Christopher Judge dans la série, connu pour son rôle du Jaffa stoïque Teal'c dans la franchise, venait de lui. En effet, il avait croisé l'acteur à l'époque sur l'un des tournages d'un des épisodes de MacGyver dans lequel Teal'c joue un lycéen. Je vous mets l'extrait en VF pour plus de substance. Comment tu t'appelles? Deron. Deron, est-ce que par le plus grand des hasards tu jouerais au football américain? Ouais. Bon, je pense qu'on a à peu près listé toute l'ascendance de la franchise. Ouais, on a vu la bonne partie du haut de l'arbre à peu près. Et si on terminait sur l'après, la descendance, les enfants, les petits-enfants... Faut quand même abréger, papou. Voilà la porte du notaire. Il va m'entendre celui-là, je vous le dis moi. Hé vous, c'est quoi cet héritage danois là que vous m'avez envoyé? Il a parasité mon papou. Oui, asseyez-vous, jeune homme. Oui, tout à fait. Oui, je suis bien d'accord, oui, tout à fait, oui. Oui, le tatatum temporide, les effets qui fait... Ça a fait mes 68, ça a fait mes 68. Enfin, voyons, c'est pourquoi. Ah oui, la boîte. Je vois que vous avez reçu mon petit cadeau. Un cadeau? Je croyais que c'était un héritage. Mais qui êtes-vous exactement? Vous ne me reconnaissez pas? Papou? Mais non. Et... maintenant? Monsieur Cliffhanger! Je suis de l'autre côté de la table à présent, Monsieur MacBisou. Mais comment? Eh bien, après m'être fait désavouer, suite à la publication de vos vidéos qui me montrent en train de regarder Chica Vampiro, j'ai dû me dégoûter quelques petits boulots alimentaires. Le temps de planifier tout cela. SAV des séries télé, bonjour! Coucou, vous me remettez? Bah non. Mais si, c'est moi, quand vous me dites que vous venez tout juste de commencer Game of Thrones et que je vous dis que Ned Stark va se faire couper la tête. C'est moi! Super spoiler! Ah oui, c'est moi. Je vous ai envoyé ce petit cadeau pour vous faire comprendre que chaque acte a des conséquences, Monsieur MacBisou. Oh là là. Les conséquences de la franchise Stargate, ou plutôt les descendants de notre arbre. Parlons-en rapidement pour finir. En effet, comme je l'ai évoqué, plein d'autres personnes ont participé à la franchise Stargate. En showrunner, on a aussi eu Robert C. Cooper, un auteur vital de la franchise, ou encore le fameux duo Joseph Malozzi et Paul Mooney, un duo de scénaristes travaillant toujours ensemble, dans le sens où l'un relisait toujours les scénarios de l'autre. Ils sont notamment célèbres pour leur premier épisode de Stargate SG1 qu'ils ont écrit pendant la saison 4, dans lequel les personnages les plus nuls en science, Jack et Teal'c, sont coincés dans une boucle temporelle de 6 heures pendant des mois et font n'importe quoi. Bref, après l'arrêt des séries Stargate, ils ont continué dans la SF en proposant la série Dark Matter, qu'on va survoler rapidement comme le reste. C'est une série parlant de 6 personnes se réveillant amnésiques sur un vaisseau spatial, malheureusement annulé au bout de 3 saisons. Sinon, parmi mes scénaristes préférés de l'équipe Stargate, il y avait aussi Damien Kindler avec son style un peu Star Warsien, et parmi mes réals préférés, il y avait aussi Martin Wood. Et bien tous deux, après Stargate, ont créé la web-série fantastique, devenue série tout court d'ailleurs par la suite, Sanctuary. Elle parle des aventures du groupe du docteur Helen Magnus, jouée par Amanda Tapping, alias Carter, une docteure immortelle cherchant à protéger ce que les hommes considèrent comme étant des abominations de la nature, ou tout simplement des gens au pouvoir surnaturel. Tout cela avec l'aide d'un groupe de coéquipiers hétéroclites qui l'aideront pendant 4 saisons.
Et puis, bien sûr, pour finir, on a Brad Wright. Brad Wright qui a créé la série Travelers, que j'ai déjà évoqué dans ma première vidéo. Une série que j'adore, hein, sur une équipe venue d'un futur où l'humanité a presque disparu, et qui voyage à notre époque en supplantant l'esprit de personnes sur le point de mourir, cela afin de changer le passé. Série malheureusement annulée au bout de 3 saisons également. Alors c'est une série un petit peu longue à démarrer, hein, mais les fins de saison sont juste ouf, et le peu qu'on sait au début sur le futur d'où viennent les héros crée un mystère de fond ultra captivant. Bon bref, j'adorais Wright, et cette série m'a conforté dans mes goûts. Voilà. Et aussi, pour confirmer un petit peu la complexité de notre arbre, sachez que les acteurs de la franchise Target sont apparus un petit peu partout dans ces 3 séries. Ah bah tiens, Maybourne. Ah bah McKay. Bon, Dr Frasier, vous ici. Je me demande à quoi ressemblera la génération d'après, tiens. Que... Ah, trop bien, papou, Stargate va peut-être revenir. J'adore cette famille. Comme vous le voyez, chaque réalisation en génère une multitude d'autres. Un peu comme un arbre généalogique tentaculaire. Et vos travaux ont généré ma magnifique œuvre qui se trouve dans cette boîte. Mais le Goa'uld est mort! Bah oui, on l'a tué, on n'est pas débile. Mais enfin, je vous l'avais envoyé en signe de paix! N'avez-vous donc rien compris? C'était une reine! Quoi? Et alors? Épisode 10 de la saison 6 de SG1, MacBisou. L'équipe arrive sur Pangar, où les humains exploitent une reine Goa'uld afin de créer un sérum de guérison universel pour combattre toutes les maladies. Cela en échange d'une dépendance au produit qui s'appelle la trétonine. N'avez-vous donc rien appris pendant mes cours? On aurait pu guérir la Covid-19! Merde! Eh, ça avait les séries télé, bonjour. Oh Marie, je viens d'avoir doudou Game of Thrones. Eh, ça avait les séries télé, bonjour. Salut, vous me reconnaissez? Non. Mais si, c'est moi qui met 15 ans à sortir une saison 2 sur Canal. Moi qui produis 3000 épisodes à bas budget par an sur France Télévisions. Moi qui ne suis limité qu'à 3 genres que sont les short comédies, les polars ou les soap opéras parce que je me penche trop bien pour faire des vraies séries de genre. Bleu, blanc, rouge, c'est moi les séries françaises. Bleu, blanc, rouge, c'est moi les séries... Eh, ça avait les séries télé, bonjour. Eh, salut mon chéri, c'est Tata Bisou, ça va? Ah, Tata, ça va? Ah ouais, j'étais à une convention Stargate l'autre jour, et j'ai croisé Tilk. Trop bien. Ouais, et il m'a montré son gros Goa'uld, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, Tata. Ah non. Oh. Vas-y, Gounet.